s'il y a des questions parmi vous. Bonjour. Je reviendrai sur disons, le thème de départ, si vous voulez, la BD en numérique. C'était un petit peu ce qui m'inquiétait, c'est que j'ai des enfants, des petits-enfants, et ils ont tous un peu appris la littérature au départ avec la BD. Et je m'aperçois que depuis qu'il y a la BD sur tablette, ils voient l'image, ils voient le contexte de l'image, mais ils ne lisent plus. Et les plus jeunes, maintenant, n'ont pas l'appréhension. Quand par contre ils ont une BD papier, ils vont l'avoir en main, ils vont la lire, ils ne vont pas lire tous les textes, hein, souvent ils survolent le texte, ils voient l'image, mais ils vont y revenir. Sur le numérique, sur la tablette, ils ne font pas. Ils passent. Ils ont vu l'image, ça leur a suffi, et puis ça ne les inspire pas. Donc j'ai un peu une inquiétude par rapport à la suite, parce que moi j'ai appris, si vous voulez, la BD, je la connais depuis une cinquantaine d'années. Hein. J'ai commencé, à la limite, je disais, coiffeur, moi je l'ai connu, mon grand-père m'emmenait chez Monsieur Coiffeur. Après ça a été Monsieur Blanchard, après ça a été Marc, après c'est lui. Donc j'ai connu toute la famille, on pourrait dire. Et pour moi ça a été un point important. Donc j'ai connu la BD. Ensuite je suis passé à la littérature et j'ai appris, on pourrait dire, à lire et à écrire. Or les enfants maintenant je m'aperçois qu'ils lisent mal et ils écrivent encore plus mal. Et j'ai un peu la peur de la perte de ça. Donc tant qu'il y a la BD papier, ça me rassure un peu parce que je les vois quand même appréhender, lire le texte et puis demander des explications. Sur la BD numérique, j'ai pas de retour. J'ai pas d'interpellation en tant que parent ou grand-parent. Donc c'est un peu ce qui m'inquiète pour l'avenir des enfants. Oui, c'est une inquiétude légitime. Hein. Moi, en tant que papa, c'est pareil. Des fois, je me dis, oula. Mais en même temps, il ne faut peut-être pas se tromper d'ennemi. Je me demande si l'ennemi, plus que le numérique, c'est pas simplement le trop plein d'images, le trop plein de messages, le trop plein de signes. Et je pense que c'est peut-être plutôt ça le problème. Imaginez un monde où, par exemple, les livres seraient remplacés par des tablettes numériques, avec autant de titres, pas plus de films, pas plus de publicité, pas plus de journaux, etc. Est-ce que vous pensez vraiment que nos enfants liraient moins mal, comme vous dites? Non. Donc en fait, c'est pas une question de support, c'est pas une question du numérique, c'est pas forcément le fait que la tablette fait zapper les enfants plus qu'un livre. Je pense que ce qui fait zapper les enfants, c'est qu'on les submerge de messages. Et quand on compare effectivement ce que nous on avalait, on va dire jusqu'à l'âge de 10 ans en termes d'images et de textes, et qu'on compare avec les enfants d'aujourd'hui, moi personnellement ça me fait peur. Ça me fait peur. Quand j'avais 10 ans, j'avais vu 10 films, j'avais vu peut-être 30 trucs à la télévision, j'avais lu 20 livres, j'avais lu et relu. Un enfant de 10 ans aujourd'hui, aux États-Unis, 70% des enfants de moins de 7 ans ont vu Le silence des agneaux. Ça fait carrément peur. C'est-à-dire que, et quand je dis ça, c'est simplement pour dire que ça veut dire qu'ils ont vu plein d'autres choses, et ça, il y a une indigestion propre à effectivement amener l'enfant à zapper, à justement rejeter intuitivement les choses. Alors je prends, je le laisse, c'est trop. Je pense c'est plutôt un problème, je pense, d'indigestion. Et là, il y a une vraie carence au niveau de la transmission de ce décryptage de l'image, mais aussi du son ou du texte. C'est-à-dire que quand on voit qu'à l'école, l'image n'est pas du tout enseignée, c'est un vrai problème, par exemple. C'est-à-dire on continue d'enseigner aux enfants 7 heures par semaine le français, la grammaire, décrypter une phrase, l'analyse grammaticale, logique, la syntaxe, ces trucs-là. Et l'image, comme si c'était évident de lire une image. Complètement faux. L'image, il devrait y avoir des cours de l'image très tôt pour dire, voilà, une image c'est ça, ça se fait comme ça, le danger c'est ça, trop d'images c'est ça, etc. etc. Or, c'est un espèce de truc, et je pense qu'on est dans une société, ça je parle de toute la société occidentale, on est dans une fascination de l'image. Par exemple, il n'y a pas d'analyse critique vraiment profonde du cinéma, comme si le cinéma était d'une évidence, comme si tout le monde devait aimer le cinéma et accepter le cinéma, par exemple. Alors que le cinéma, il faut lire
les critiques de Kafka qui dit que le cinéma c'est une fenêtre au volet de fer. Effectivement, l'image comme ça est un danger effectivement pour l'imaginaire dans la mesure où on est enchâssé dans une pièce sombre en train d'être bombardé quand même par 24 images secondes par exemple. Donc vous voyez, on est dans une société, je pense, qui est fascinée par l'image et qui ne fait pas du tout le travail de porter un regard critique et omniprésent sur son contenu, sur ce qu'elle génère en nous, dans notre conscience profonde. Alors qu'on le fait pour le verbe, vous voyez. Les messages publicitaires, les textes, tout ça sont très très étudiés dans l'enseignement et on le fait inconsciemment. Et quand on est adulte, on continue à le faire ça. On s'exprime par le texte quand on est à l'école. On fait des rédactions, des dissertations. Même un enfant sur Internet, il va continuer à lire, même s'il lit différemment, mais il va continuer à lire, il va continuer à travailler. Mais sur l'image, c'est pas sûr. Je pense que nos enfants sont très très forts dans la... Justement, ils arrivent à scanneriser l'image, ils arrivent à la lire comme bien mieux que nous, dans la mesure où ils ont tout de suite repéré ce qui se passait. Mais après, dans ce que ça signifie, dans le sens de l'image, ils sont démunis. Et c'est ça, moi, qui me ferait un petit peu peur. Vous voyez, c'est au-delà, à mon avis, du champ du numérique. Enfin, quelqu'un peut réagir par rapport à ça. Hein. Moi, c'est comme ça, là, je pense tout haut. Là. Chacun parle de ses expériences familiales. Vous parliez de votre position de papa, il parlait de sa position de grand-père. Moi aussi, je suis grand-père. Et justement, je me suis posé la question, j'ai un petit-fils de 5 ans et demi, et je me suis demandé, tiens, comment va-t-il réagir à la bande dessinée de Marc-Antoine Mathieu, Sens? Et très étonnamment, c'est quelque chose qu'il a fait, qu'il a parcouru avec une certaine jubilation, dans le fait de ces modifications, si vous voulez, topologiques que vous proposez, c'est-à-dire le fait qu'un bonhomme devient flèche, qu'une flèche se transforme en oiseau, que voilà, il y avait une espèce de magie extraordinaire. Et par rapport à la question du langage que vous posiez, il a éprouvé le besoin, lorsque j'ai dit à ses parents, ben voilà, je lui ai montré cette bande dessinée, il a éprouvé le besoin de faire un commentaire. C'est-à-dire qu'il est repassé, si vous voulez, dans des associations autour de ce que vous avez produit. Voilà, donc il peut y avoir des effets, évidemment, possibles. Mais la grande question, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, le gros problème, c'est de laisser un enfant pendant 3 heures devant une tablette. L'accompagnement est important. Je voudrais quand même vous dire une deuxième chose sur cette question du passage au numérique. Voilà, si je suis venu voir votre expo Sens dans cette base sous-marine, c'est que j'avais une grande question qui était comment vous alliez transposer ce qui était dans du papier dans un lieu sous-marin. Ça me paraissait pas mal du reste sur la question du sens, un sens sous-marin, pas forcément avec une sortie périscopique, voilà. Et donc avec une installation noire, ce qui était tout à fait intéressant. Mais ce que je trouve réussi, c'est que ça n'a pas été une duplication. Voilà, c'était pas la question que vous posiez, c'est-à-dire si le numérique doit être simplement le fait de copier ou de faire une duplication, ça ne va pas. Il faut produire des effets d'écriture supplémentaires. Et là, une des choses que j'ai senti fortement, c'est le fait qu'il y a du mouvement et du dynamisme qui est donné dans l'image que vous avez proposée. Et ce qui est créé dans les effets, ce sont des effets de flottement et d'ondulation. Voilà. Et ces effets de flottement et d'ondulation, vous voyez, les écrans, ça flotte, ça glisse, ça passe, ça donne le mouvement des oiseaux et des choses comme ça. Et ça, c'est un effet extraordinaire qui est donné par cette technique. Et ça résonne fortement, évidemment, avec votre mise en question du sens. Ça en rajoute sur cette espèce de flottement et d'ondulation. Donc, je voulais vous dire ça. Voilà. Merci. Oui, bah c'est vrai que Sens, rapidement, c'est que c'est justement, c'est l'anti-écran avec fenêtre surgissante et tout un toit. C'est-à-dire que, et même par rapport à ce que disait Sullivan tout à l'heure, c'est-à-dire que
le turbomédia, bon, je ne vais pas faire une analyse du turbomédia, mais il peut y avoir un danger dans le turbomédia aussi, c'est que ça peut être aussi un élément de plus qui tendrait à pas à démontrer, mais à vouloir faire en sorte qu'une fois de plus, l'image fixe, elle aurait une sorte d'inutilité. Alors que non, je suis vraiment un grand défendeur de l'image fixe, comme je suis un grand défendeur de la littérature, parce que c'est les choses fixes qui font animer notre imaginaire. Évidemment, dans Sens, on aurait pu transposer Sens avec le personnage, l'animer, etc. Surtout pas. Il fallait garder cette immobilité, il fallait garder ce silence, il fallait garder cette plage de temps. Et c'est ce que j'ai aimé dans Sens. Ça a été une grande allégresse de le faire, parce que pouvoir se poser et pouvoir simplement créer du vide dans lequel on peut nous poser un regard, avoir notre regard interprétant, pouvoir réinterpréter les images. Je pense que c'est, dans le monde d'aujourd'hui, ça me semble intuitivement une question de survie. On sera tous très émus par juste un violoncelle ou juste un son de piano très léger, voilà, le dernier disque de Bachung, ou des choses comme ça qui font qu'une épure, à un moment donné, on sent qu'on a besoin de cette épure-là pour se ressourcer face, encore une fois, à cette avalanche de signaux, de messages, d'images, etc. Bon, elle existe aussi et peut être intéressante, mais si ce n'était que ça, effectivement, là, on va vers une espèce de mécanisation des esprits et des imaginaires. Ouais. Vous avez remarqué tout à l'heure qu'il y avait plein de tablettes qui se vendaient ou des lecteurs qui se vendaient, mais que le livre numérique ne se vend pas. Et ça fait un moment que ça dure. Alors peut-être que ça ne va pas marcher du tout. Mais d'un côté, dans le livre, on a quelque chose d'ancré, c'est-à-dire l'encre sur la page qui ne bouge pas. Et sur le numérique, on a le pixel qui bouge tout le temps. Et ma question, c'est par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que les gens ne viennent pas au numérique, mais c'est peut-être justement parce que le numérique bouge tout le temps. Un bouquin, on le met sur une étagère, on est sûr que 15 jours après, on va retrouver la même chose à la même page. Et le numérique, c'est pas le cas. Est-ce qu'il n'y a pas des notions comme ça qui font que les gens, finalement, n'ont pas envie de venir au numérique? Alors, on dit parce que c'est l'innovation, donc ça va venir, on va attendre que les nouvelles générations s'y collent et tout. Mais peut-être que finalement, non, les nouvelles générations, elles vont peut-être pas plus avoir envie que nous, que ça bouge tout le temps, quoi. Ouais. Non, alors, techniquement, c'est vrai qu'on va progresser. Techniquement, l'ouvrage livre numérique va progresser, va être de plus en plus adapté à la lecture, va permettre de plus en plus de confort. Donc déjà, l'outil sera efficace. De plus en plus, il a déjà beaucoup progressé, il va continuer de progresser. Effectivement, ça ne sera plus un frein au livre numérique. À partir de là, reste effectivement cet attachement à des livres qu'on a en bibliothèque plutôt que des livres qu'on va télécharger et qui vont disparaître, parce que c'est aussi le problème. Ça répond aussi peut-être à la question de monsieur tout à l'heure, c'est que le livre, on y revient, enfin, c'est ce que disait monsieur également, c'est que le livre, on y revient. Le livre numérique, effectivement, il sera de passage. Les banques numériques, pour l'instant, ça n'existe pas. Il faudra le retélécharger si on veut le relire. Le livre, si votre enfant a l'île déserte de Ponty dans sa bibliothèque, le jour où il en a envie, il le ressort, il le relit, il replonge dedans. Le livre numérique ne permet pas ça. Donc effectivement, je pense que l'outil le plus sophistiqué pour lire du livre, c'est encore le livre papier. Hein. Le livre numérique, voilà, malgré tout, il ne sera jamais aussi sophistiqué qu'un livre. Enfin, j'ose l'espérer. Ouais, ça, je sais pas. Moi, je pense que c'est encore une fois une question de génération. Je pense que dans le futur, nos enfants ne se poseront plus la question de se dire ah, tiens, le support, pourquoi ça ne bouge pas alors qu'un écran, tout pourrait bouger. Et non, je pense qu'il y aura des supports un petit peu uniques dans lesquels on pourra à la fois faire un jeu vidéo, regarder une match de foot, voir un film ou projeter sur le mur, parce que ça y est, ça arrive, les objets qui projettent sont des picoprojecteurs, vidéoprojecteurs, ou écouter de la musique. Enfin, on viendra vers une espèce de support unique où, qui seront des dépositaires, en fait, hein, des espèces de disques durs de culture. On pourra aussi aller sur Internet. Ça
c'est vrai que nous, on est issus d'une génération où il y avait les livres, la musique, l'image qui bouge, le théâtre, etc. Tout ça, c'est en train d'être complètement brouillé. Les arts commencent à se fondre les uns dans les autres. On va au théâtre, mais après, on peut voir la captation d'un autre point de vue. Enfin, oui, ça bouge beaucoup. Mais non, je pense que franchement, certains livres vont subsister, vont rester. Les librairies vont bouger aussi dans leur rôle, dans leur taille, c'est déjà le cas, ils commencent à bouger dans leur architecture. Des objets numériques, il y a des très bonnes liseuses aujourd'hui, en fait, des liseuses à tel point qu'on a l'impression que la feuille de papier est collée sur l'écran. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé ça, c'est très étonnant. On ne voit pas du tout que c'est un écran, c'est pas du tout lumineux, non, c'est très doux. Vous pouvez choisir votre police de caractère, la taille, avec tous les renvois possibles. C'est une espèce d'encyclopédie universaliste, en fait, sur un... Donc, si vous voulez, ça va forcément fonctionner, ça va forcément marcher, ça va forcément amener des nouveaux lecteurs, des nouvelles approches de culture. Mais encore une fois, ça va pas supplanter le livre papier, je pense pas. Simplement, tout ça va brasser, puis avec le tamis du temps, il va se retrouver, bon, les rôles vont changer, vont bouger, mais il ne va pas y avoir de grosses morts là-dedans. Je ne pense pas qu'il faille en avoir peur. Tout va se déplacer simplement un peu. Soyons vigilants, soyons toujours surtout curieux. Et c'est cette curiosité-là qui est, à mon avis, garante de la réappropriation par la culture de ces nouveaux supports, et non pas l'inverse, évidemment. C'est notre curiosité à nous en tant que lecteurs, en tant que spectateurs, visionneurs, que sais-je, qui feront que cette diversité-là trouvera sa place dans les supports futurs. Sachant que tout ça, ça va prendre vraiment beaucoup de temps, parce que très clairement, aujourd'hui encore, le cartable électronique dans les écoles, c'est pas encore là. Donc, toutes ces choses-là font qu'on a encore un peu de temps devant nous. Moi, je pense à moi très personnellement. J'ai encore du temps avant qu'effectivement la mutation se fasse de manière importante. Ça va vraiment effectivement prendre beaucoup de temps, ça va se faire doucement. Et effectivement, je pense qu'effectivement les deux supports, enfin, la technique, elle a toujours fini par faire son chemin, de toute manière, dans l'histoire, donc elle le fera, mais je ne suis pas sûr au détriment du livre, effectivement. Ouais. Puis en plus de ça, encore une fois, il ne faut pas se tromper d'ennemi, parce que là, justement, je me permets de revenir là-dessus, parce que tu vois, le cartable électronique, alors s'il y a bien un domaine où le support numérique, c'est évident, c'est le cartable électronique. Les enfants qui se retrouvent avec 15 kilos de bouquins, sachant que le bouquin, en 2 ans, il est périmé. Là, clairement, derrière, il y a les hobbies de marchands de papier. C'est évident, c'est le cartable électronique, c'est bénéfique pour tout le monde, avec où on adapte en fonction, le prof peut intervenir, il peut, enfin, avec modulation des cours, enfin, ce serait vraiment formidable, d'autant qu'encore une fois, c'est le fond qui compte. Pourquoi on lit un livre? On ne lit pas un livre parce qu'il est sur du papier. Quand vous lisez Proust ou vous lisez Borges, vous lisez avant tout ce qu'il y a derrière un imaginaire. Voilà, pour moi, franchement, que ça sur papier ou sur écran, in fine, franchement, si on est vraiment honnête avec nous-mêmes, voilà. Après, l'empreinte carbone, tout ça, c'est quoi le plus cool? Est-ce que c'est encore le livre papier ou est-ce que ce sera le livre numérique? Ça, je ne suis pas capable de le dire. En tous les cas, je ne vais pas les mettre dos à dos. J'aurais du mal à... Non, mais le cartable électronique, ça sera effectivement un vrai progrès. On est tout à fait d'accord. Mais le fait qu'il ne soit pas encore là fait que ça retarde effectivement l'échéance sur les plus jeunes. Donc il fait que ça laisse du temps. Pour compléter un peu vos réponses respectives, une autre des questions, c'est peut-être aussi que le modèle économique n'est pas trouvé, le modèle technique. Parce que si les gens ne vont pas encore peut-être sur le livre électronique, c'est peut-être aussi parce qu'il y a trop de verrous. C'est un vrai débat en soi, donc on ne va pas forcément y rentrer. Mais il y a aussi cet aspect-là, le côté de la complication, de la complexité de la technique derrière. Donc ça va évoluer, et ça peut évoluer aussi très rapidement, mais sans rien préjuger de la lumière. Oui, tout à fait, il y a les effets de seuil. Dans toute nouvelle mutation, là, il y a des sociologues qui disent qu'on va vivre une mutation qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'il y a même des sociologues qui pensent que là, on est un peu à l'ère du néolithique. Enfin,
du même acabit, du même niveau, le changement de paradigme de l'avant néolithique à l'après néolithique. Et c'est effectivement pas faux, hein, parce qu'on va se retrouver tous avec la bibliothèque de Babel dans notre poche, mais qu'est-ce qu'on va en faire, quoi, ça change tout. Un petit peu dans cette idée, c'est que est-ce que justement le fait d'avoir voulu faire du livre électronique en transposant le livre qui existait déjà sur papier n'a pas un petit peu empêché d'imaginer justement d'autres types d'écriture avec l'hyperlien, avec différents types de programmation qu'on peut faire. C'est-à-dire que le numérique permet effectivement de copier très rapidement, voilà, mais quand même aussi de modifier, d'échanger avec les autres. Ça permet des choses que le livre lui-même ne permet pas. Et c'est peut-être là où ce serait intéressant d'envisager le livre numérique plutôt que juste... Oui, mais ce que vous dites c'est caduc d'une certaine manière, parce que déjà, on est déjà dans un changement de paradigme de lecture. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous allez sur Internet, vous lisez. Oui, quand justement, on parlait pas des livres numériques. Oui, mais moi je parle de la lecture en général. C'est-à-dire que vouloir absolument faire en sorte que le livre papier, même en étant changé, fasse, ami-ami avec le numérique, oui, c'est une vision. Mais ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que de toute façon, la lecture est déjà complètement en train de changer de paradigme, puisque nos enfants, quand ils vont sur Internet, et même vous, quand vous allez sur Internet, si par exemple vous allez chercher sur Opodo, je ne sais pas, n'importe quoi, vous faites une recherche, vous faites du métatexte. Vous n'êtes plus dans une lecture linéaire. Voyez, donc cette utilisation de l'écran, du numérique, du support numérique pour aller à la recherche d'informations, fait qu'on est déjà en train de changer notre structure de lecture profondément, et ça va changer naturellement, mais d'une manière inconsciente, dans l'inconscient collectif, la manière de lire qui était anciennement linéaire, qui était véhiculée par le livre, parce qu'il fallait un roman avec un début, un milieu, une fin, avec un héros, etc. Et on le voit déjà. On voit déjà en ce moment que certaines structures, même au cinéma, certains scénarios ne se font plus comme ça. Par exemple, on prend les films de Nolan. Nolan était impossible à comprendre il y a 15 ou 20 ans. Ils sont possibles à comprendre aujourd'hui parce qu'on a fait l'expérience d'une lecture à la fois en X, Y, Z et non plus linéaire, donc on est habitué à des schémas de lecture beaucoup plus complexes, et donc on va voir à Interstellar ou comment ça, le film là, question d'emboîtage de temps, on va réussir à le comprendre, vous voyez. Et je pense que, évidemment qu'à terme, les supports numériques vont, mais c'est déjà le cas, hein, et si vous allez sur Internet, il y a déjà des auteurs qui s'amusent avec le numérique, justement, et qui changent les niveaux de lecture, et qui changent ça. C'est en train de se vivre en ce moment, et ça va augmenter de plus en plus, quand même. Ça, il faut le temps de l'évolution aussi. Afin de laisser le temps aussi à la séance de Nicaise, une dernière question. Moi, je voulais apporter une information concernant Amazon, parce que je voulais quand même rappeler que Amazon est une multinationale qui ne gagne pas d'argent. Et que c'est quand même drôlement intéressant, parce que ça veut dire... Enfin, moi, je ne pense pas que ça soit là la preuve que les libraires vont survivre. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que vendre à perte, ça ne permet pas de donner de l'argent ou des dividendes aux actionnaires. Alors, je pense que quand même, chez Amazon, ils ne sont pas fous, ils doivent avoir une idée derrière la tête, que c'est celle de récupérer des données sur nous, par exemple, ou ce genre de choses. Mais que quand même, c'est la preuve que ne pas faire payer les frais de port quand ce sont des frais objectivement coûteux pour l'entreprise qui transporte et qui fait payer ces transports à Amazon, ou bien vendre le numérique 3 sous alors que ça coûte très très cher, et vous l'avez très bien dit, de numériser les fonds des éditeurs, c'est pas pour le moment un modèle économique qui est, enfin, c'est pas stable du tout. Et sinon, moi j'avais une question qui est aussi une question économique justement, c'était plutôt pour les auteurs, quel peut être le modèle de la survie économique des auteurs, sachant que par exemple si on regarde le modèle de la musique, les musiciens ils sont obligés de repasser au concert, ce qui est plutôt bien, c'est pas critiquable en soi, parce qu'ils vendent plus de disques, qu'avant un disque d'or c'était 1 million d'albums, aujourd'hui un disque d'or c'est 100 000, c'est des échelles complètement différentes, qu'on n'a pas réussi à vendre des fichiers numériques de musique, ce qui s'est imposé c'est le modèle du streaming, c'est-à-dire
un modèle où le musicien il touche, je sais plus moi, 1 centime si on a écouté 1000 fois son morceau. Enfin, c'est des échelles complètement ridicules au niveau des revenus des créateurs. Du coup, quand on sait qu'il faut mobiliser beaucoup de technologies pour faire un livre numérique, un vrai livre numérique avec beaucoup d'inventions, etc., comment on va pouvoir imaginer, je dirais même, la survie de la création dans ces conditions? Voilà, donc ça c'est une question qui ne se pose pas seulement pour les auteurs de livres ou de bandes dessinées, mais ça donne le vertige et c'est quand même un petit peu inquiétant pour la survie de la création. Donc je ne sais pas ce qu'en pense. Parce que c'est vous qui avez dit que la question des droits pour les auteurs posait problème avec l'édition numérique. Oui, non, mais c'est sûr que c'est le danger. Mais ça, ce que je voulais dire, c'est que ça ne peut pas non plus être un argument, enfin dire, contre. Je pense que toutes les grandes mutations, encore une fois, font des dégâts plus ou moins forts. Par exemple, l'invention du livre. Regardez, prenons l'invention du livre, ça fait des dégâts. On l'oublie. C'est-à-dire que le livre n'est pas en soi quelque chose de forcément génial. Avant, il y avait le grand-père qui racontait les histoires au coin du feu avec sa voix, et là, il y avait un apport extraordinaire, le chaman, ou le raconteur, ou le bonimenteur. Avec le livre, on arrive déjà à ce moment-là avec une espèce de culture, finalement, déjà une première culture virtuelle, un premier support, finalement, de culture virtuelle. Et on pouvait faire à l'époque une sorte de procès où il disait, ah oui, mais alors attends, du coup j'ai plus besoin d'écouter le grand-père, moi j'ai mon livre, là, je me mets à la place de l'ado en 1412, et dire, oh le grand-père me fait chier, moi j'ai Cervantes. Allez, non, il faut écouter le grand-père. Il y a quand même un plus, on perd quelque chose un peu, mais on gagne aussi quelque chose. Je pense qu'avec le numérique, je pense qu'on arrivera, enfin, face à une mutation aussi énorme, très difficile de savoir évidemment aujourd'hui ce qu'on va perdre, ce qu'on va gagner. Ce que vous dites est juste, ce qu'on a dit aujourd'hui, tout le monde a un petit peu juste, et qu'est-ce qui se passera? Moi j'ai envie quand même malgré tout de faire un peu confiance aussi à la vie, dans la mesure où je pense pas que dans l'histoire il y aurait des méchants qui voudraient manipuler les cerveaux humains, par exemple. Ça c'est une espèce de théorie de complot que je joins. Il faut être bien sûr vigilant, il faut faire gaffe qu'à un nouvel outil que l'on invente, il faut faire attention à ce que ce nouvel outil un jour ne nous invente pas. C'est toujours l'inquiétude qu'on doit avoir et qu'on doit avoir présente à l'esprit, c'est qu'en inventant la roue, oui, ça va faire des trucs super, puis ça va aussi faire beaucoup de morts sur les routes. Une fois que la voiture sera installée, ça c'est clair. Mais, donc il faut être vigilant à ça. Mais je fais confiance quand même au fait que la création humaine a toujours effectivement été aussi outil de résistance. Et donc ces nouveaux supports seront aussi des supports de nouvelles résistances. Alors au passage, c'est sûr que cette nouvelle mutation, ça va évidemment, on va y perdre des choses. C'est certain que le droit d'auteur, il va bouger dans ses lignes. Mais ça, c'est logique. Alors comment faire pour que déjà là, il est en train de bouger effectivement au niveau de l'édition, mais fort de l'expérience de la musique, ça ne va pas se passer pareil. Vous voyez, l'humain, il s'adapte aussi malgré tout. Je veux dire, mais grâce effectivement à des débats comme ça, comme aujourd'hui, où justement on avance dans nos têtes, on est informé. Ah ouais, tiens, demain, je vais peut-être un peu aller moins voir sur Amazon, même si j'y vais toujours, je vais pas mal chez mon libraire. Bon, c'est quoi mon rapport à la médiathèque, c'est quoi, enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant. Mais j'ai quand même plutôt tendance à faire confiance, même si, effectivement, mes droits d'auteur peuvent un jour être en danger. Par ailleurs, il y aura forcément à y gagner aussi, pour peut-être par ailleurs. Merci pour ces échanges. Et ce matin et cet après-midi, ils ont été très riches. Vous avez vu qu'ils ont été filmés du reste, donc vous pourrez aussi les retrouver sur notre site. Et bon, peut-être après une petite pause pour Marc-Antoine, on verra. Je vous invite à aller sur la placette où va se dérouler la vente dédicace. Merci.